Coucou, c'est la fée enchantée. Voyons sans plus attendre où l'esprit de l'avenir va conduire Scrooge tout frissonnant. Vous êtes bien installés ? Alors c'est parti. Quittant ce lieu affairé, ils pénétrèrent dans un quartier obscur de la ville où Scrooge n'était jamais allé, bien qu'il en connût l'emplacement et la mauvaise renommée. Les rues y étaient étroites et sales, les boutiques et les maisons misérables, les gens à demi nus, laids, ivres et traînant la savate. Les impasses et les voûtes, comme autant d'égouts, dégorgeaient leurs immondices, leurs odeurs, leurs créatures répugnantes dans la rue tortueuse. Et de tout ce quartier montaient les relents du crime, de l'ordure et de la misère. Au fond de ce repère d'infamie se trouvait une boutique basse, avancée en saillie sous l'auvent de son toit, où l'on pouvait acheter de la ferraille, des vieux chiffons, des bouteilles vides, des os et des déchets graisseux. À l'intérieur s'entassaient sur le sol clés, clous, chaînes, gonds, limes, plateaux de balance, poids et débris de métaux de toutes sortes, couverts de rouille. Des secrets que peu de gens auraient aimé pénétrer naissaient et se cachaient sous ces montagnes de guenilles affreuses, ces masses de graisse corrompues, ces sépulcres d'ossements. Assis parmi les marchandises dont il trafiquait, près d'un poêle à charbon de bois fait de vieilles briques, était un individu aux cheveux gris, de près de 70 ans. Il s'était fait un écran contre le froid de la rue en suspendant à une corde un rideau crasseux de loques hétéroclites, et il fumait sa pipe dans la béatitude d'une calme retraite. Scrooge et le fantôme se trouvèrent en présence de cet homme au moment où une femme portant un lourd ballot se glissait furtivement dans la boutique. Mais à peine y eut-elle pénétré qu'une autre femme pareillement chargée entra aussi. Cette dernière fut suivie de près par un homme aux vêtements noirs, fanés, qui ne fut pas moins surpris de les voir qu'elle ne l'avait été de se reconnaître l'une l'autre. Après quelques minutes de stupéfaction muette au cours desquelles le vieil homme à la pipe les avait rejoints, ils éclatèrent de rire tous les trois. « Fiez-vous à la femme de charge pour arriver la première !» s'écria celle qui était entrée avant les autres. « Fiez-vous à la blanchisseuse pour venir en second, et fiez-vous au croque-mort pour arriver le troisième. Hein, vieux Joe ? En voilà un hasard. On se rencontre ici tous les trois sans s'être donné le mot. » « Vous ne pouviez pas mieux choisir comme lieu de rendez-vous, » dit le vieux Joe en ôtant sa pipe de sa bouche. « Entrez au salon. Vous le connaissez depuis longtemps, et les deux autres ne sont pas non plus des étrangers. Attendez que je ferme la porte de mon magasin. Ah, comme elle grince! Il n'y a pas dans ma boutique de vieilles ferrailles plus rouillées que ces gonds. Comme il n'y a pas bien sûr de vieux os plus vieux que les miens. Bon, nous sommes tous bien à notre place et parfaitement assortis. Venez dans le salon. Allez, venez dans le salon. » Ce qu'il appelait le salon était l'espace protégé par le rideau de chiffon. Le vieil homme tisonna le feu avec un barreau de rampe d'escalier et moucha sa lampe fumeuse en écrasant la mèche à l'aide du tuyau de sa pipe qu'il remit ensuite dans sa bouche. Pendant ce temps, la femme qui avait parlé jeta son baluchon à terre, s'assit résolument sur un tabouret, les bras croisés sur les genoux, et regarda les deux autres avec un air insolent, comme pour les braver. « Et puis après, hein ? Et puis après, Madame Dilbert, tout le monde a le droit de penser à soi. C'est ce qu'il a toujours fait, lui. »« Ah, pour sûr que c'est vrai, » dit la blanchisseuse. « Personne mieux que lui. » « Eh bien alors, ne restez pas là, plantés les yeux fixes comme si vous aviez peur. Qu'il saura ? Nous n'allons pas nous chercher de petites bêtes les uns les autres, je suppose. »« Oh non !» s'écrièrent en même temps Madame Dilbert et l'homme. « Il ne manquerait plus que ça. »« Très bien alors, c'est réglé. D'ailleurs, à qui va-t-il manquer quelques babioles comme celle-là ? Pas un mort, sûrement. »« Ça, non !» dit Madame Dilbert en riant. « S'il voulait les garder après sa mort, ce méchant vieux grigou, pourquoi ne s'est-il pas conduit humainement pendant sa vie ? Il aurait eu quelqu'un auprès de lui pour le soigner quand la mort l'a frappé au lieu de rendre son dernier soupir tout seul, sans personne. On n'a jamais rien dit de plus vrai. Il a trouvé là son juste châtiment. Je trouve même que c'est un châtiment trop léger.
Et il l'aurait senti peser davantage si j'avais pu mettre la main sur autre chose, vous pouvez me croire. Ouvre ce baluchon, vieux Joe, et dis-moi ce que ça vaut. Parle net. Je n'ai pas peur de passer la première. Je n'ai pas peur que les autres voient ce que j'apporte. Avant de nous rencontrer ici, nous n'ignorions pas. Je pense que chacun allait se servir. Y a pas de mal à ça. Ouvre le paquet, Joe. Mais, par courtoisie, ces deux amis s'y opposèrent. Et l'homme en habit noir fané, montant le premier sur la brèche, exhiba son butin. Il n'était pas considérable. Un cachet ou deux, un porte-crayon, une paire de boutons de manchette et une broche sans valeur, c'était tout. Chaque objet fut examiné et évalué par le vieux Joe, qui inscrivit à la craie sur le mur les sommes qu'il était disposé à donner pour chacun et en fit le total quand il vit qu'il n'y avait plus rien. Voici votre compte. Et je n'ajouterai pas un liard, même si je devais bouillir dans la marmite au diable. Hein. À qui le tour? C'était le tour de Madame Dilbert. Elle apportait des draps et des serviettes de toilette, quelques vêtements, 2 vieilles cuillères à café en argent, une pince à sucre et des bottes. Son compte fut fait sur le mur de la même manière. Je donne toujours trop d'âme. C'est une de mes faiblesses, et c'est comme ça que je me ruine. Bon, voilà ce qu'il vous revient. Et si vous demandez un sou de plus, si vous essayez de marchander, je me repentirai de ma générosité et je rabattrai une demi-couronne. Et maintenant, Joe, ouvre mon paquet. Joe se mit à genoux pour plus de commodité, et après avoir défait un grand nombre de nœuds, il ouvrit le ballot, tira une grosse et lourde pièce d'étoffe sombre. Comment appelez-vous cela? Des rideaux de lit? Oui, des rideaux de lit. Vous n'allez pas me dire que vous les avez enlevés avec les anneaux pendant qu'il était encore couché dessous? Mais si, pourquoi pas? Vous êtes né pour faire fortune et fortune vous ferez. Je vais sûrement pas retirer la main quand il me suffit de l'attendre pour prendre quelque chose, par égard pour un homme tel que lui, Joe. Je t'en réponds. Ne fais pas de taches d'huile sur les couvertures. Ces couvertures à lui? D'où crois-tu qu'elles viennent? Il n'y a guère de danger qu'il prenne froid sans couverture, va. J'espère qu'il n'est pas mort de maladie contagieuse, hein? Ne crains rien. Je n'aimais pas sa société au point de traîner avec lui si ça avait été le cas. Ah, bah tu peux crever les yeux à examiner cette chemise, hein. Tu n'y trouveras pas le moindre trou, ni même un endroit élimé. C'est la meilleure qu'il possédait, et elle est belle. Elle aurait été gaspillée si je n'étais pas trouvée là. Qu'appelez-vous gaspiller? On la lui avait mise pour l'ensevelir, croyez-vous? Quelqu'un avait eu la bêtise de faire ça, mais je la lui ai ôtée. Si le calicot n'est pas assez bon pour un tel usage, je ne vois pas à quoi il servirait. C'est tout aussi saillant. Le bonhomme ne peut pas être plus laid qu'il était dans celle-ci. Scrooge écouta ce dialogue avec horreur. Il regarda ces gens groupés autour de leur butin, sous la clarté douteuse répandue par la lampe du vieillard, avec un dégoût et une horreur qui n'auraient guère été plus grands s'ils avaient été de hideux démons occupés à vendre le cadavre lui-même. Fit la même femme, riant à gorge déployée, quand le vieux Joe, sortant un sac de flanelle plein de pièces de monnaie, se mit à compter devant chacun, sur le sol, la somme qui lui revenait. Et c'est la morale de cette histoire, voyez-vous? De son vivant, il a tenu tout le monde à l'écart. Il a fait le vide autour de lui par la terreur. Rien que pour nous assurer des petits profits après sa mort. Esprit, dit Scrooge en frissonnant de la tête aux pieds. Je comprends. Le sort de ce malheureux pourrait être le mien. C'est à cela que tend une vie comme la mienne. Seigneur miséricordieux, que vois-je? Il recula d'épouvante car la scène avait changé, et il se trouvait à côté d'un lit, presque à le toucher. C'était un lit nu, sans rideau, sur lequel gisait, sous un drap déchiré, quelque chose qui, par son silence même, révélait sa nature en un terrible langage. La chambre était obscure, trop obscure pour que Scrooge en pût distinguer les détails avec exactitude, bien que, poussé par une impulsion secrète, il promena ses regards de tous côtés, cherchant à savoir ce qu'était cette pièce.
Une lumière pâle, venue du dehors, tombait droit sur le lit. Et là, pillé, dépouillé, sans un être pour le veiller, le pleurer, lui rendre les derniers devoirs, était allongé le corps d'un homme. Scrooge lança un regard vers le fantôme dont la main immobile lui montrait la tête du mort. Elle avait été recouverte avec tant de négligence qu'en soulevant à peine le linceul, il eût suffi que Scrooge le touchât du doigt, on aurait mis à nu le visage. Scrooge y songea, sentit qu'il serait très facile de le faire et en éprouva le désir. Mais il n'avait pas plus le pouvoir d'écarter ce voile qu'il n'aurait pu congédier le spectre qui se tenait à son côté. Ô mort glacée, glacée, inflexible et terrifiante, dresse ici ton autel et entoure-le de toutes les horreurs dont tu disposes, car en vérité ceci est ton domaine. Mais d'une tête aimée, respectée, honorée, tu ne peux pas plier un seul cheveu à tes fins redoutables, tu ne peux rendre un seul trait repoussant. La main alourdie peut bien retomber si nous l'abandonnons, le cœur et le pouls ont pu cesser de battre, mais la main fut ouverte, loyale et généreuse, le cœur brave, chaud et tendre, et dans le pouls palpitait le sang d'un homme. Frappe, ombre, frappe, et tu verras jaillir de ces blessures ces bonnes actions qui répandront dans le monde une semence de vie immortelle. Aucune voix ne prononça ces paroles aux oreilles de Scrooge. Il les entendit toutefois, tandis qu'il regardait le lit. Si cet homme pouvait revivre, pensait-il, où iraient ses premières pensées? À la quête de l'or? À l'âpre combat des affaires? Aux soucis mercantiles? Ils l'ont conduit à une riche fin, vraiment. Il gisait là, dans cette maison déserte et sombre, sans qu'un seul être, homme, femme ou enfant, pût dire « Il fut bon pour moi dans telle ou telle circonstance, et en souvenir d'une parole bienveillante, à mon tour, je vais l'entourer de bonté. » Un chat grattait à la porte, et l'on entendait des rats ronger quelque chose sous la pierre du foyer. Que venait-il chercher dans cette chambre mortuaire? Pourquoi étaient-ils inquiets et turbulents? Scrooge n'osait y songer. Esprit, ceci est un lieu d'épouvante. En le quittant, j'emporterai la leçon qu'il me donne, soyez-en sûr. Partons. De son doigt immobile, le spectre lui montrait toujours la tête du mort. Je vous comprends, et je le ferais si je pouvais, mais je n'en ai pas le pouvoir, esprit. Je n'en ai pas le pouvoir. De nouveau, le fantôme sembla l'examiner avec attention. S'il est un seul être en cette ville qui ressente de l'émotion à la mort de cet homme, montrez-le-moi, esprit. Montrez-le-moi, je vous en conjure. Le fantôme étendit un instant sa sombre robe devant lui, comme une aile. Lorsqu'il la retira, la lumière du jour éclaira une pièce où se trouvaient une mère et ses enfants. Et bien voilà, c'est terminé pour ce soir. Je vous donne donc rendez-vous pour la suite, comme d'habitude, demain, même heure, même endroit. À demain!